50 années d'activité, des centaines de sorties, de réunions, de week-ends, des dizaines de camps d'hiver et de camps d'été. Voici l'histoire du groupe de Meudon, turbulent et indiscipliné, entreprenant, téméraire, frondeur et courageux, pour la mémoire des anciens et l'information des plus jeunes. Le groupe de Meudon n'est pas né par hasard. Tout commence en 1941 dans le quartier de la Ferme à Issy-les-Moulineaux, par la démarche personnelle d'un jeune homme de 20 ans, membre du clan CHB de Paris 17e, les éclaireurs de France. C'est la guerre et l'occupation allemande. Le scoutisme est interdit. Ce qui motive sa démarche, ce sont les adolescents désœuvrés, dans la rue, sans distraction saine. Il en parle au curé de ce quartier populaire, un homme généreux et large d'esprit qui prête un local. Le groupe s'appellera les Entraîneurs, mouvement laïque ouvert à tous. Réunion tous les jeudis, sortie le dimanche, grand jeu dans la forêt de Meudon. Le chef des entraîneurs déborde d'imagination. Il en faut beaucoup pour pallier l'absence de moyens. Pas de matériel, pas d'argent, le froid, la faim, les bombardements, les parents à convaincre et à rassurer. À ces entraîneurs qui font du scoutisme sans le savoir, il apporte sa propre culture acquise avant-guerre. Théâtre, cinéma, peinture, photo, et surtout un message d'espoir sur fond de grisaille et de peur. Août 1944, la libération. Fini les entraîneurs, place aux éclaireurs. Les uns avec la Croix-Rouge, les autres au Secours populaire, les éclaireurs des Moulineaux sont fiers de rendre service, parfois dangereusement. Plus tard, ils participeront activement à l'accueil des prisonniers de guerre rentrant d'Allemagne. Le 22 avril 1945, les éclaireurs des Moulineaux participent au défilé de 40 000 garçons et filles du scoutisme français de l'Étoile à la Concorde. Baden-Powell, chef guide mondial, salue la vitalité de la jeunesse française. Cette manifestation marque la fin du scoutisme de guerre. On peut enfin faire des sorties et des camps, mais les restrictions, alimentaires surtout, dureront encore longtemps. Que d'efforts, de débrouillardise et d'imagination pour nourrir des garçons jamais rassasiés à ce premier camp d'été à Vezancy dans le Jura, après un voyage de 24 heures dans des wagons délabrés. Le maire de Meudon souhaite la création d'un groupe d'éclaireurs dans sa commune. Le siège national charge le groupe des Moulineaux de créer ce nouveau groupe qui désigne 3 garçons de 18 ans à peine pour implanter les EDF. Samedi 17 novembre 1945, c'est le jour de la première réunion. Il y a un seul garçon de 12 ans et 3 responsables. Le maire a prêté une vieille maison située dans une vaste propriété près de l'orphelinat, avec des grottes et des cascades, des souterrains et un terrain de foot. Les premiers éclaireurs de Meudon sont très peu nombreux, mais un événement considérable va faire connaître le scoutisme à la population. C'est le Jamboree mondial qui se tient à Moisson, près de Mantes. 50 000 scouts et éclaireurs venus de tous les coins du monde pour ce Jamboree de la paix ne passent pas inaperçus. Les éclaireurs de Meudon, plus nombreux mais pauvres en matériel, cherchent des moyens pour gagner de l'argent. Un élevage de souris de laboratoire tourne au fiasco. Les plus âgés forment l'embryon d'un clan qui recrute rapidement des jeunes travailleurs et aussi des jeunes travailleuses, toutes issues de la haute couture. Ces mains habiles montent une chaîne de fabrication de jouets en bois et de poupées qu'ils vendent au comité d'entreprise de Citroën. En même temps, le clan met en chantier 5 kayaks et se spécialise en activités nautiques et en cyclotourisme. En 1949, toute la route est en ébullition. La route, c'est l'ensemble des clans. Ceux de la région parisienne en particulier ressemblent à des petites entreprises aux moyens matériels importants gagnés par leurs propres efforts. Cet exemple imprègne durablement les éclaireurs de Meudon d'un esprit d'entreprise vivace, d'une manière de prendre les difficultés comme autant de défis à relever. La troupe d'éclaireurs de Meudon prend ses affaires en main. Le fonctionnement se démocratise. Du matériel pour camper, de l'argent, les idées ne manquent pas. La récupération de papier, de ferraille, chiffons, métaux non ferreux se met en marche, favorisée par la pénurie de matières premières. On achète enfin un véhicule pour transporter le butin. Une superbe C4 Citroën, modèle 1930,
un engin de rêve pour les éclaireurs, un cauchemar ambulant pour les responsables. Ce taco poussif, bruyant et capricieux tient une large place dans la vie de la troupe et se révèle indispensable pour l'intendance des camps. Et surtout, il va permettre la vente itinérante des calendriers EDF. 8 garçons, plus un responsable conducteur, visitent les villes et les villages d'Île-de-France durant les week-ends du mois d'août lorsque la concurrence est absente. C'est une formidable découverte, faite par hasard par un éclaireur de 12 ans, observateur et débrouillard. Elle va permettre l'organisation du premier camp de neige pendant les vacances de Noël 1952. Pour les éclaireurs issus pour la plupart des quartiers populaires de Meudon, et dont les familles ont bien du mal à gagner leur vie, faire du ski pendant 8 jours est un rêve inaccessible, qui se réalise pourtant au chalet du Petit Moron, complètement isolé sur les hauteurs de Métabiel dans le Jura. L'amitié chaleureuse du gestionnaire secouriste cuisinier, le plaisir d'être ensemble dans ce refuge coupé du monde, au confort rustique, est un émerveillement pour les éclaireurs et source d'amitié durable. Les premières éclaireuses de Meudon font leur entrée dans le groupe. Une jeune assistante sociale de la maison familiale du Bas-Meudon est aussi cheftaine d'éclaireuse à Montmartre, et ça marche très fort sur la butte. Aussi, 2 cheftaines viennent au Bas-Meudon créer une troupe d'éclaireuses dont les débuts sont difficiles. Les parents rechignent, mais les filles sont très enthousiastes. Il leur faut du matériel, mais on ne veut pas qu'elles deviennent des chiffonnières comme les éclaireurs. Alors, le 1er mai 1954, elles vendent du muguet dans les rues de Meudon, et cette activité s'étendra bientôt au groupe tout entier. Il y a maintenant 7 ans que la mairie a repris la belle propriété prêtée en 1945 pour y construire des HLM. Et depuis, c'est la maison familiale du Bas-Meudon qui héberge le groupe dans des locaux très vétustes. La nouvelle directrice n'aime pas les éclaireurs et ne supporte pas les éclaireuses. Elle pose ses conditions. Les locaux sans les filles ou la porte pour tout le monde. Cet ultimatum déclenche la fureur des responsables. La réponse est claire. Nous partons avec les éclaireuses. Cette épreuve soude le groupe. La situation est périlleuse. Il faut réagir. Nous construirons notre local. La décision est prise. Le clan est d'accord pour fournir la main-d'œuvre. Pas de terrain, nous construirons sur l'eau. Une équipe se met en place pour trouver l'oiseau rare, une péniche en béton. L'argent, pour le moment, pas de quoi acheter la clé du futur local. Mais les éclaireurs et les éclaireuses améliorent la vente des calendriers. Des week-ends, on passe à la tournée de 8 à 10 jours, en août et septembre, avant la rentrée des classes le 1er octobre. Les tournées calendriers, les fameuses TC se succèdent. Très minutieusement préparées par un quadrillage de chaque ville et village, elles améliorent la vente. Oui, nous construirons notre local. Il ne reste plus qu'à trouver une péniche. Le 7 avril 1957, venant de Normandie, une épave s'amarre à la rive du Bas-Meudon après 8 jours de remorquage, plein de péripéties et sous les jurons du patron marinier qui en a franchement assez de tirer cette épave ingouvernable qui roule bord sur bord une eau putride. À l'église de Suresnes, le préposé refuse tout net le passage. Jamais cette ordure n'entrera dans le bief de Paris. L'ingénieur de la navigation est plus conciliant. 27 mètres de longueur, 7 mètres 90 de largeur, construite en 1917 par l'armée américaine, cette péniche nécessitera 2 ans de travaux pour devenir le local du groupe de Meudon. L'enthousiasme et la volonté des 15 filles et garçons du clan de Meudon, qui y consacrent tous leurs loisirs, la compétence et l'intelligence du compagnon maçon qui les conseille, fait qu'en 15 mois, le gros œuvre est terminé. C'est alors que les difficultés commencent. L'effort a été intense et l'ampleur des travaux restants à faire incite au découragement. Les garçons savent que le service militaire les attend pour 27 mois à cause de la guerre d'Algérie et les responsables accusent une intense fatigue et entament des discussions sans fin sur la valeur éducative de leur action. Mais les éclaireurs et les éclaireuses sont enragés. Ils viennent d'inonder la Picardie de 3000 calendriers après en avoir fait autant dans le Val-de-Loire. Ils en vendent maintenant 400 par jour pendant des tournées de 8 à 10 jours. Et puis, pendant une coulée de béton en juillet, une fille de 20 ans se met en tête qu'il faut absolument créer une meute de louveteaux à Meudon et qu'il faut le faire tout de suite. Elle n'en démord pas. En 15 jours, elle recrute une dizaine de garçons
du Bas-Meudon, de vrais voyous de 9-10 ans et avec une copine organisent un camp de 15 jours près de Melun. Certes, il y a quelques chapardages et les chansons de corps de garde en pleine ville de Melun font rougir les cheftaines, mais c'est de la très bonne graine de louveteaux. Au retour, le toit terrasse de la péniche est coulé. Les louveteaux sont absolument sûrs que c'est pour l'hélicoptère qu'on achètera pour partir au prochain camp. La péniche accueille son premier responsable de bord dans le logement prévu à cet effet. C'est le responsable du clan et sa jeune épouse qui emménagent au milieu des gravats et qui rempliront leur mission bien au-delà du gardiennage et de la surveillance des crues de la Seine. Leur logis est un îlot d'amitié et dans l'âpreté du chantier. Le moral de tous s'améliore. Nous finirons la péniche et pour en être certain, on la fera inaugurer par le ministre. L'argent manque, mais une femme originale, âgée, riche et sensible à l'effort à fournir accepte de prêter une somme importante. Assise sur une caisse au milieu du chantier, elle sort les billets de son sac à la lueur d'une bougie. Je vous fais confiance, ce n'est pas la peine de signer de papier. L'entreprise de la péniche est considérée comme une folie, mais elle est soutenue par beaucoup de monde, à commencer par le comité directeur, qui pourtant délègue un responsable national pour surveiller l'opération. Il deviendra l'agent de relations publiques de la péniche. Grâce à lui, le ministre viendra effectivement à l'inauguration. Et un journaliste passe une journée entière sur le chantier et l'Express publie 5 pages tabloïdes avec photos en première page. Enfin, un ministre prête personnellement de l'argent au groupe de Meudon. Stupéfaits d'être accablés de tant de félicitations, les travailleurs du chantier constatent qu'ils ne sont plus que 5, que des pièces entières sont encore à peindre et que le ministre arrivera le 24 juin 1959 à 19h pile. Le ministre, M. Maurice Herzog, est en fait le haut-commissaire à la jeunesse et au sport. C'est un alpiniste, vainqueur de l'Annapurna. Il apprécie l'effort fourni et la difficulté de l'entreprise. Le ton est sobre, mais l'impact est important. Si les journalistes de la presse écrite nationale ont surtout mangé les petits fours et pratiquement rien écrit, les radios, par contre, répercutent largement l'événement. La péniche Carrick, baptisée ainsi du nom d'un nœud de pêcheurs bretons, est connue, ce qui explique le succès des kermesses de 1960 et de 1961 avec Catherine Sauvage et l'année suivante avec Romain Bouteille. Plus de 1000 personnes au Bas-Meudon. À Couleurs en Dordogne, près de Périgueux, 50 éclaireuses et éclaireurs de Meudon installent leur camp d'été pour 3 semaines en juillet, immédiatement suivi d'un camp cinéma de même durée sur le même lieu afin de réaliser le tournage du film intitulé Le 31 juillet pour le 50e anniversaire de l'association. Le responsable national chargé de la surveillance de la péniche, auteur et responsable du tournage, accepte que les éclaireuses et les éclaireurs, inutiles momentanément pour le tournage du film, puissent effectuer des tournées calendrier, ce qui permet de réaliser le film dans les délais voulus et en même temps de vendre 6000 calendriers à travers la Guyane et l'Aquitaine, les Charentes et le Limousin. Ce qui remet à flot les finances. L'année 1960 s'achèvera avec 18 999 calendriers vendus, record jamais égalé. Pour les éclaireurs et les éclaireuses, cette période intense, fertile en événements insolites, est extrêmement stimulante. Ils sont fiers d'avoir financé la péniche. Pour les responsables, en revanche, les plus anciens surtout, cette intense activité qui suit l'achèvement de la péniche est source de conflits et d'opposition. Il y a ceux qui voudraient que la péniche soit le tremplin d'activités nouvelles tout de suite et qu'un esprit plus fraternel remplace le rendement à outrance, et ceux qui les accusent de compromettre les acquis en voulant aller trop vite et qui soulignent que l'entreprise de la péniche, en plus du local rêvé, a fourni en même temps les moyens de réaliser les objectifs sociaux du groupe, permettre aux filles et aux garçons, quels que soient les moyens financiers de leur famille, d'être éclaireurs à part entière. Évolution sociale générale, la construction du nouveau quartier de Meudon-la-Forêt amène de nouveaux éclaireurs et éclaireuses. C'est le temps de la péniche généreuse et fraternelle, tremplin des activités, lieu de rencontre avec beaucoup de groupes éclaireurs de métropole et d'outre-mer en visite à Paris.
On voit arriver à l'improviste des Anglais, des Scandinaves, des Iraniens, des Espagnols, des Italiens, quelques Sud-Américains, à toute heure du jour et de la nuit. Le responsable de bord fait de son mieux dans ces locaux nullement prévus pour cet usage. Ces contacts internationaux donnent l'envie de faire des camps à l'étranger. Le clan qui vivotait depuis 2 ans participe au Canard, le camp national de la Route, en août 1965, en bordure du lac de Serponçon. Il revient débordant d'enthousiasme et se lance dans la préparation d'un camp itinérant en Yougoslavie qui aura lieu en juillet 1966. Les éclaireuses et les éclaireurs de leur côté, après un camp de Pâques en Hollande, un camp d'été en Forêt-Noire, retournent en Allemagne à Garmisch-Partenkirchen pour le camp de Noël. Abandonnant ainsi le chalet du Petit Moron après 14 années consécutives pour cause de non-conformité et surtout de changement de responsable. Le clan, qui comporte une quarantaine de garçons et de filles, développe les valeurs d'engagement du citoyen dans la société et pourquoi pas dans le mouvement. Les louveteaux trouveront ainsi rapidement les responsables qui leur manquent, les éclaireurs aussi, mais un peu plus tard. La solidarité active du groupe est très forte. Une politique de soutien aux responsables et de financement de la formation se met en place. Elle dure toujours. L'engouement pour le ski ne faiblit pas depuis 1952. Mais il est difficile de trouver le chalet idéal et pas trop onéreux. Ce casse-tête se reproduit chaque année et amène à réfléchir à l'acquisition d'un bâtiment aménageable. Une équipe de prospection découvre à Bois d'Amont, dans le Jura, un bâtiment industriel de 5 niveaux aménageables. Un bureau d'études fonctionne sur la péniche, plusieurs soirées par semaine, le clan fournissant les techniciens, dessinateurs, maîtreurs, etc. Le projet prend forme. La responsable de clan, une fille opiniâtre, réussit à mettre sur pied le premier camp chantier en août 1969. À l'automne, l'installation du chauffage et des travaux de plomberie sont confiés à des entreprises locales. Tout sera prêt d'extrême justesse pour le camp de Noël, grâce à l'intervention à la dernière minute de 2 complices habitués à réparer les coups de folie des éclaireurs de Meudon. 80 garçons et filles découvrent pour la première fois cette maison très sommairement aménagée, qui est désormais le chalet des éclaireuses et éclaireurs de France de Bois d'Amont. En février, le responsable du clan devient le premier gestionnaire. Il accueille les utilisateurs non EDF en dehors des vacances scolaires. Ce sont des instituts médico-pédagogiques dont les directeurs apprécient le style d'accueil très particulier, des concerts d'orgue pour faire oublier l'esprit monacal des lieux et le ménage sommaire. Ce mélange de pauvreté et de panache ne peut pas durer. Il faut mettre la maison en conformité avec les réglementations et l'équiper pour en faire un lieu d'accueil attrayant. Plusieurs camps chantiers sont organisés par le clan et les responsables. Le financement est assuré par les éclaireuses et les éclaireurs, aussi doués et aussi courageux que leurs prédécesseurs pour la vente des calendriers. Ces efforts considérables n'empêchent pas l'essor des activités traditionnelles et aussi des innovations. Les jardins de musique du mercredi, par exemple, ou encore l'adaptation d'une pièce de Brecht jouée par les louveteaux, les éclaireurs et les éclaireuses, ou encore les camps d'été en Algérie en 1973 et en Pologne l'année suivante, malgré les réticences des parents qui apportent aux filles et aux garçons une ouverture sur le monde. 53 250 calendriers vendus en 7 ans pour financer le chalet de Bois d'Amont, qui désormais s'équipera peu à peu chaque année avec l'autofinancement produit par son activité d'hébergement. Qu'allons-nous faire de nos enfants pendant les vacances de février, s'interroge deux mères de Louveteaux qui proposent l'organisation par leurs soins d'un séjour familial au chalet de Bois d'Amont pour les enfants et leurs parents. 97 personnes en tout pendant 8 jours. Les adultes découvrent le ski de fond et organisent des soirées endiablées. C'est un succès. Il se poursuivra pendant 12 années consécutives grâce à la qualité des relations entre quelques adultes et responsables et malgré les difficultés de cohabitation. Le nouveau gestionnaire de Bois d'Amont met de l'ordre dans le fonctionnement. Il le faut, car la fréquentation s'accroît et se diversifie. Une certaine rigueur remplace l'improvisation. La gestion fournit des excédents qui permettent l'aménagement et l'équipement complet de la maison. La qualité de l'accueil assure une fréquentation fidèle.
Le travail et le dévouement sans compter de l'équipe font la prospérité de l'entreprise. Sur la Seine, la péniche Carrick, à la fois local des éclaireurs et centre d'hébergement alternativement, dans les mêmes mètres carrés, rend la vie infernale aux responsables de bord. Il y a 2 fois plus d'éclaireurs et 4 fois plus d'hébergements qu'en 1964. Peu à peu, les éclaireurs sont poussés dehors par l'afflux intarissable de groupes les plus divers et les tensions se multiplient. De plus, la circulation de péniches sur la Seine, de plus en plus intense, compromet la sécurité de l'amarrage. La décision est prise de remplacer la péniche. Le comité directeur a donné son accord pour l'acquisition d'une propriété boulevard Anatole France à Meudon. Le financement est trouvé, les travaux démarrent, entièrement confiés aux entreprises. Une série de dépôts de bilan arrête le chantier plusieurs mois. Ce retard, ajouté à la baisse des subventions promises, à l'inflation importante et au retard de perception des recettes, oblige à souscrire de nouveaux emprunts. Ouverture du centre d'accueil en mai 1981. Le gestionnaire est victime d'un brutal et grave accident de santé. C'est une perte considérable, morale, matérielle. L'équipe de gestion, renforcée par des stagiaires anglaises qui apportent l'esprit du scoutisme britannique et des objecteurs de conscience effectuant leur service national, arrive à fidéliser les utilisateurs, principalement des séjours scolaires anglais et français. La fréquentation de plus en plus importante améliore l'équilibre financier. Le clan entreprend un grand chantier de reboisement au Sénégal, entreprise considérable, exigeant un important effort de préparation qui se poursuivra en 1984 et en 1986. Le comité directeur constate la stagnation des résultats financiers et décide la vente. Cette décision politique, qui préfère le confort comptable au vent du large, bâillonne le groupe de Meudon, ce groupe insolent et provocateur depuis si longtemps. En attente d'acquéreurs, le centre continue d'accueillir des collectivités françaises et étrangères. L'équipe de gestion improvisée sous la direction d'un sage africain fait de son mieux. Elle assurera en plus le déménagement du matériel en bon ordre et le repli définitif du groupe en août 1988 dans les locaux du 12 rue de Paris à Meudon. Que reste-t-il de ces 10 années? Le souvenir de la foi et de l'enthousiasme de l'équipe d'origine, presque totalement décimé peu à peu par accident, décès, usure. Le licenciement du personnel, malgré son dévouement, sa volonté de bien faire et ses résultats. La fidélité, la gestion exemplaire de l'équipe du chalet de Bois d'Amont, son soutien sans faille et sa rigueur morale. Le regret d'un incomparable outil de rayonnement et d'un énorme gâchis. Le grand jeu national Navigator contribue à dynamiser le cercle des louveteaux, dont l'équipe des responsables a rarement été aussi nombreuse et aussi inventive. Un camp chantier à Ndimbu, près de Saint-Louis au Sénégal, réalise un périmètre maraîcher et rénove l'école du village. La qualité des activités, la formation améliorée des responsables, les outils pédagogiques modernes, le dynamisme de la région de Paris-Île-de-France, l'attrait des rassemblements nationaux d'envergure, contribuent à redonner au groupe de Meudon un dynamisme porteur de projets. L'envie de découvrir l'Europe et les Européens, en Irlande, en Espagne, en Norvège, et la neige de l'Autriche. Et puis, grain de folie, venu du fond des âges, ce chantier, ce camp chantier en Albanie, que tous les gens raisonnables déconseillent et qu'il faut donc réussir coûte que coûte. Dans l'ombre et la discrétion, une petite équipe travaille à la rénovation de la péniche Carrick, qui attend placidement le rembarquement des éclaireurs vers les chemins d'avenir.